C'est lourd? 20 kilos. Difficile de parler et porter en même temps. Mais non, ça va. Je vide? Oui. Tout? Elles ne vont pas tomber, là? Non, non. Bonjour à tous. Attention aux éclaboussures. Bienvenue dans Xenius. Gunnar et moi sommes aujourd'hui à Startzar où nous allons apprendre à fabriquer de l'eau de vie avec les jolies pommes que voilà. On trie les mauvaises. Celle-ci, par exemple. Et le reste va là-dedans. Et d'abord un bon petit bain. Voilà. Et quand il y a une petite tache? On les met aussi. C'est juste une marque de doigt. Donc on n'enlève que les très abîmés. Exactement. Celle-là, on l'enlève. On la met au compost. En fait, dès que c'est noirci, on jette. Tous ces fruits proviennent d'un des plus grands pré-vergers d'Europe. Vous cultivez combien de variétés? Une bonne vingtaine. Fruits à pépins et fruits à noyaux confondus. C'est-à-dire des pommes, des poires, des quetches, des prunes, des mirabelles. 20 variétés? Le paradis. C'est incroyable. Un pré-verger, c'est un peu comme un collage. Plein d'arbres de plein de variétés qui poussent ça et là au milieu des prairies. Très romantique. La plupart de ces variétés, on ne les trouve pas en supermarché. Et elles ne viennent pas de l'autre bout du monde. Non, La suite? un pré-verger est l'opposé d'un verger intensif planté d'une seule variété pour avoir un meilleur rendement et plus de bénéfices. Malheureusement, les pré-vergers se raréfient. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre pour quelles raisons et pourquoi il est très important de les préserver. Première étape, le verger de Johannes Ostler. Attention, ça déborde. Oh, c'est déjà plein. À Romanstahl, en Bavière, Johannes Ostler est en pleine récolte. Dans ses pré-vergers, il cultive plus de 20 variétés de pommes, mais aussi des poires et des coings, des quetches et des mirabelles, des cerises et des noix. L'avantage, c'est qu'on a des fruits pendant plusieurs mois et des variétés pour chaque usage. Par exemple, pour faire de la compote de pommes, on n'utilisera pas la même variété que pour faire un gâteau. Dans ce cas-là, il faudra une variété plus ferme. Cette famille d'aubergistes vit entourée d'arbres fruitiers de toutes sortes depuis plusieurs générations. Mais certains demeurent des énigmes. Cet arbre est là depuis que je suis petit. Les pommes sont juteuses, bien rouges, très belles. Mais je n'ai aucune idée de quelle variété il s'agit. Voilà une mission pour le pomologue Wolfgang Zubal. Il est expert dans le recensement et l'identification de variétés anciennes, un savoir en voie de disparition. C'est une petite reine des rainettes. Une baron de Berlepsch. Ça, c'est une poire truitée de Staffelstein. Elle n'a pas un goût fabuleux. On s'en sert plutôt pour faire de l'eau de vie. Poire truitée. Quel nom curieux! Wolfgang Zubal est chargé de faire l'inventaire de toutes les variétés présentes dans les pré-vergers de la région. Le pomologue déniche parfois d'authentiques raretés. Cette poire fait partie des bonnes surprises. C'est vraisemblablement une Coloma d'automne, une variété qu'on croyait disparue en Allemagne depuis quelques années. Variété rare, noms inconnus, Wolfgang Zubal saura-t-il mettre un nom sur la pomme mystère de Johannes Ostler? Et encore une. Notre expert à nous s'appelle Rainer Brohr. Avez-vous aussi des variétés un peu spéciales dans votre pré-verger? Oui, à commencer par les pommes Jacob Fischer, les premières de la saison. Les pommes précoces, il faut les récolter au bon moment. Puis on enchaîne avec les poires Gelbmöstler, et après il y a les Kohlbirne, etc. Et ça tout au long de la saison. Elles ont des noms très exotiques, jamais entendus. Pourquoi on ne les trouve pas au supermarché? Vous avez déjà vu des fruits de cette taille au supermarché? Non? Ça ne ferait pas envie aux consommateurs. C'est bien dommage. Oui, parce qu'elles sont savoureuses. Vous les avez goûtées? Non? Non?
On peut? J'y vais. Oui, bien sûr, allez-y. Être propriétaire d'un pré-verger, ça veut dire être sur le pont 6 mois de l'année. Les différentes variétés arrivent à maturité chacune leur tour. Peut-être pas 6 mois, mais 2 ou 3, oui. Et après, il faut encore les transformer. C'est ça. Elles sont super juteuses, fruitées, croquantes, très bonnes. Elles n'ont juste pas la bonne taille. Moi, des petits fruits, ça me va très bien. Des pommes pour enfants. Des pommes de voyage. Bon, on a presque fini. Le triage n'a plus de secret pour toi. C'est clair. On fait quoi après? On broie. On broie? Pas du noir, j'espère. Oh, les jolis gants. Je peux les prendre? Oui, vas-y. On prend ça? Oui. On met tout? La peau, la queue, les pépins? Oui. C'est tout ça qui va donner ses caractéristiques à l'eau de vie. La plupart des arômes se trouvent juste sous la peau. Et les pépins enrichissent également l'arôme. Chaque eau de vie a sa propre personnalité. La personnalité au broyeur. À ce stade, on peut encore faire du jus de pomme? Si tu presses un peu de mou dans ta main, tu peux extraire du jus. Ça a une drôle de texture. Attention, voilà le jus de pomme maison. Vise bien le verre. C'est froid. C'est le principe. Tu en veux? Fraîchement pressé, rien que pour toi. Avec plaisir. Pas facile avec les gants. Donne-moi le panier. Délicieux. Du jus de pomme fraîchement pressé. On se remet au travail? Qu'est-ce qu'on fait du mou? On va le pomper dans le tonneau. Avec la pompe qui est ici. Ça va vite. Un canon à mou. L'extérieur a déjà bruni. Oui, ça s'oxyde déjà légèrement. Quand le jus est-il séparé de la pulpe? Pendant la fermentation, le jus tombe au fond, tandis que la pulpe reste à la surface. La séparation se fait naturellement. Absolument. D'accord. Ça correspond à combien de litres d'eau de vie? 12,5. 12 litres et demi? Avec un tonneau plein? Non, là on aurait 200 litres. Si c'était plein. Ça équivaut à combien de kilos? 400. 400 kilos de pommes. 400? On a encore du boulot. Tu veux que je te remplace? Oui, tiens, on va échanger nos places. Je te laisse les jolis gants rouges. Le temps de les enfiler. J'arrive. Le pré-verger n'est pas une invention locale. Ce type de culture existe en Europe depuis des millénaires. Les hommes mangent des fruits sauvages depuis la préhistoire. Les Grecs inventent la fruiticulture. Les Romains l'assimilent et l'introduisent en Germanie. Au Moyen Âge, les fruits, qui représentent une part importante de l'alimentation, sont essentiellement cultivés dans les monastères et les jardins royaux. À l'ère moderne, la production devient supérieure à la consommation individuelle. Mais le nombre de variétés diminue dès les années 1920. La monoculture fruitière devient prépondérante, une tendance toujours actuelle. Le pré-verger n'a plus beaucoup d'adeptes. Pourquoi? C'est un travail de titan, avec beaucoup de contraintes. Il faut cueillir les fruits dans des arbres très hauts. Il faut aussi tailler les arbres. Ils ont besoin de lumière. S'ils sont trop touffus, ils ne vont donner que des fruits minuscules, qui seront moins faciles à récolter. C'est beaucoup plus de travail. Oui, c'est un surplus de travail. Les bottes en caoutchouc ne sont pas de trop. Pendant qu'on trie les pommes jusqu'à la dernière caisse, qu'on les lave, qu'on les passe au broyeur, voyons ce qu'il en est de la pomme mystère de Romannsthal. Retour en Bavière, dans le pré-verger de Johannes Ostler, qui reçoit la visite du pomologue Wolfgang Zubal.
Monsieur Ostler, Bonjour, monsieur Zubal. Comment allez-vous? ça va, ça va. Beaucoup de travail. Oui, il y a beaucoup de pommes cette année. Les deux hommes se dirigent vers le pommier et la variété à identifier. Il n'y a plus de pommes sur l'arbre, mais il y en a quelques-unes par terre. C'est une pomme d'un rouge très foncé. Oui, je vois ça. Il doit s'agir d'une variété ancienne. Mais laquelle? Ce qui est sûr, c'est que c'est une Calville. Elle a probablement un très gros cœur. Oui. C'est une pomme très intéressante. La chair est rosée sous la peau. Les Calvilles forment une famille de pommes à croquer qui comptait autrefois parmi les plus nobles. On va vérifier. Le pomologue croit avoir deviné, mais il n'est pas sûr à 100%. Il se rend à la bibliothèque universitaire d'Erlangen pour récolter des indices. Gisela Gläser l'aide à compulser des manuscrits parfois vieux de plusieurs siècles. Des documents historiques datant d'une époque où les naturalistes décrivaient et dessinaient tout ce qu'ils découvraient. Les recherches sont laborieuses. Certaines variétés de pommes ont été décrites plusieurs fois et parfois sous des noms différents selon le lieu de la découverte. Après avoir parcouru des centaines de pages, il tombe enfin sur une piste. Oui, c'est elle. Ça ne fait aucun doute. La Calville rouge d'automne. La pomme illustrée est-elle bien celle qui pousse à Romansthal? Oui, c'est la même pomme. Le fruit côtelé est typique de cette variété. Il y a aussi le long pédoncule qui est très bien reproduit ici. Il y a 100 ans, c'était une variété très courante dans les jardins de campagne. Aujourd'hui, elle est devenue extrêmement rare, car sujette aux maladies dans de nombreuses régions. Retour à Romansthal, où débute la récolte de coings. Bonjour, Bonjour. je vous ai apporté quelque chose. Voici un plan de votre pommier. Je l'ai identifié. Alors c'est quoi? Une Calville rouge d'automne. Johannes Ostler sera aux petits soins pour le jeune pommier. Et dans 5 à 10 ans, l'arbre produira des fruits délicieux. On a fait un petit échange. Ce n'est pas le tonneau qu'on a rempli tout à l'heure. Celui-ci contient des poires. C'est ça. Des poires? Parfaitement. Mais il n'a pas été rempli très récemment. Elles sont là depuis quand? Ces poires ont été mises à macérer en octobre. Le mou est bien fermenté. On peut maintenant extraire l'alcool et les arômes par distillation. On passe à la pratique. Combien de temps nos pommes doivent-elles rester à fermenter dans le tonneau? Environ 3 semaines. 3 semaines. Les pommes contiennent plus d'eau que les poires et donc fermentent plus vite. Est-ce que toutes les variétés de pommes et de poires peuvent fermenter? Oui, pour pouvoir fabriquer de l'eau de vie, il faut juste que le sucre de fruits soit capable de fermenter. Sinon, on peut faire une boisson spiritueuse. Quelle est la différence? L'eau de vie est produite par fermentation, tandis que le spiritueux est obtenu par macération d'un fruit dans de l'alcool distillé. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de fermentation. Comment ça se traduit au niveau du goût? On sent la différence? Oui, l'eau de vie occupe plus le palais et elle offre un nez moins expressif. Dans le cas du spiritueux, c'est l'inverse. C'est le nez qui domine. Intéressant. Tout à l'heure, on goûtera les deux pour voir. On arrête de remplir maintenant et on rajoute de l'eau. Ça remue là-dessous. Oui, c'est très visqueux. Et je dois remuer pour que ça n'attache pas. Ça gicle un peu. Je confirme. On remplit le ballon à ras-bord avec de l'eau. Et puis on chauffe façon bain-marie. Comme l'alcool a un point d'ébullition inférieur à celui de l'eau, il s'évapore avant l'eau. Et ensuite? La vapeur d'alcool passe dans les tuyaux ici. C'est là qu'elle se refroidit. Non, elle se refroidit quand elle traverse le condenseur en inox. Puis elle se liquéfie. À ce moment-là, c'est consommable? Oui,
Après filtration, on peut déjà le goûter. Ça prend combien de temps? 20-25 minutes. De cet état jusqu'à l'eau de vie, ça ne prend que 20 minutes. Oui, pour obtenir la tête de distillation. La même durée que pour une bonne soupe. Pas faux. Qui veut goûter? Ça tient de l'héroïsme. On est trois quand même. Santé. Les verres sont disposés par ordre de distillation. On passe du méthanol, présent dans la tête, à l'éthanol, présent dans le cœur. C'est ce qui a été extrait de la bouillie de tout à l'heure. Oui, aux différentes étapes. Ici, c'est de l'alcool de bouche pur, et nous, on est quelque part entre les deux. C'est à nous de définir la frontière? Oui, tout à fait. On va sentir en partant de là. Je suis pas sûr d'y arriver. Je n'ai aucun odorat. Mais si. Je vais sentir le dernier. C'est complètement différent. Incroyable. Et ça se joue à quelques minutes. Oui, et cette différence, on ne l'aperçoit que par l'analyse sensorielle. On dirait du produit nettoyant. Et on peut le boire? Non, le taux d'alcool est encore de 80%. Il faut maintenant rajouter de l'eau de source. On a quand même le droit de goûter? Oui, Donne. C'est super fruité. C'est très fort, Je confirme. mais le fruit est très présent. C'est fort. Et on sent très bien la poire. Et vous faites de l'eau de vie avec tous les fruits tombés des arbres? absolument. On peut goûter les autres aussi? Bien sûr, on y va. Voilà une sacrée collection. Impressionnant. Coin, poire Williams, poire Walsh, poire Kolbirn, Eau de vie de poire Gelbmustler, poire Negeles, eau de vie de pomme Rubinette, Belle de Boskop, Golden Delicious, eau de vie de poire Vogelbirne, eau de vie de cerise, prune d'avoine. Une variété sauvage. D'accord. Mirabelle, abricot. On a presque tout l'alphabet des saveurs. A comme abricot, W comme Williams. Ou M comme Mirabelle. Diversité, goût et qualité, voilà ce que peuvent offrir les pré-vergers. Ils font aussi partie des biotopes les plus riches de toute l'Europe et abritent de nombreuses espèces animales et végétales à protéger. Ces jeunes chouettes-chevêches ne sont âgés que de 21 jours et figurent déjà sur la liste rouge des espèces menacées. Motif, la régression de leur habitat. Volker Zahner, professeur de zoologie, souhaite convertir en pré-verger un ancien champ de maïs. Comment procéder? Il est venu chercher la réponse ici, en Basse-Franconie, dans le nord-ouest de la Bavière. Nous avons ici une zone de transition entre la forêt et la prairie, cette dernière étant parsemée d'arbres. Et grâce à ce passage du clair au sombre, du chaud au sec, du frais à l'humide, je peux imbriquer deux habitats potentiels. Pour réaliser son projet, il rencontre Thomas Stab de l'Association bavaroise pour la protection des oiseaux. C'est vraiment fantastique, toutes ces variétés. Il y a essentiellement des pommiers, mais il y a aussi un mirabellier, un prunier, un noyer. Dans les années 70, plus de 8000 arbres fruitiers devaient être abattus dans le cadre d'un remembrement. Les producteurs s'y sont opposés. Cela aurait entraîné une perte d'habitat irréversible et une modification radicale de la physionomie du paysage. Il faut savoir que plus de 500 espèces, végétales et animales, dépendent de l'écosystème du pré-verger. Y compris les chouettes-chevêches, déjà rares. Durant plusieurs années, les arboriculteurs n'ont plus replanté de jeunes arbres. Aujourd'hui, presque 40 ans plus tard, les vieux arbres où pourraient nicher les chouettes-chevêches ont presque tous disparu. Des nichoirs ont été posés. Il ne reste qu'à espérer qu'ils seront occupés. Je frappe. Non.
C'est vide. Pas de chouette chevêche, ni de rouge-queue à front blanc, ni d'étourneaux. Non, rien du tout. Non. En parcourant le pré-verger, l'attention des deux experts est attirée par les prairies en fleurs sous les arbres fruitiers. Tu vois toutes ces fleurs différentes, Volker? Ici, il y a plusieurs variétés de vesses. Les gousses de la vesse commune libèrent les graines et les dispersent dans toute la prairie. Il y a la centaurée scabieuse, l'Achillée millefeuille. On va voir ce qu'il y a un peu plus loin. Ah, regarde, un géranium des prés, enfin, avec cette magnifique couleur bleu clair. C'est vraiment l'espèce différentielle. Bien que l'été soit chaud et sec, le nectar est abondant et attire des colonies d'insectes. L'azuré n'est qu'un des nombreux papillons présents ici. Les prairies grouillent de vie, mais les arbres aussi. C'est un coléoptère, appelé petite biche, qui se cache sous l'écorce et vit dans le bois mort. Le bois mort fait partie intégrante d'un pré-verger. Dans les vergers ordinaires, il est systématiquement évacué. Ici, on préfère le laisser sur place. Regarde, une loge de pic-vert. Elle est beaucoup plus grosse que celle du piquet-pêche. Oui, bien vu. À bien y regarder, il ne reste plus grand-chose de cet arbre. L'intérieur est presque entièrement rongé. Mais ce n'est pas une raison pour l'abattre. Car c'est dans les arbres creux, ou les branches creuses, que nichent les chouettes chevêches. Récemment, Thomas Stadtmüller, un collègue de Thomas Stab, a découvert ici des œufs de chevêche. Il n'a jamais vu les adultes, mais il a noté la présence de 3 jeunes chouettes lors de sa tournée de surveillance. Il veut les baguer. Attention, fragile. On va pouvoir les baguer. Les jeunes chouettes sont d'abord pesées. Faudrait qu'elle ne bouge pas trop. 134, 135 grammes. Ce n'est pas mal pour un oisillon de 22 jours. On lui pose une bague. La bague porte un numéro d'identification enregistré dans une base de données. Et elle, combien elle pèse? Elle a l'air assez lourde. 122 grammes. 122 grammes, c'est bien. Je n'aurais pas cru qu'elle pèserait autant, parce que ce n'est pas une année à Campagnol. C'est donc un miracle que les 3 petits rapaces aient survécu. Ce sont les dernières représentantes de l'espèce en Basse-Franconie. Il est primordial de vérifier leur présence chaque jour et de les préserver pour maintenir la population. Les pré-vergers constituent en effet l'un des derniers sanctuaires de la chouette chevêche dans toute l'Allemagne. Les prairies sont débroussaillées car cette espèce aime les terrains ouverts et la végétation rase pour se nourrir. La visite de ce site a conforté Volker Zahner dans son projet de conversion d'un champ de maïs en pré-verger. J'aimerais que notre pré-verger ressemble exactement à celui-ci, si j'ai la chance de le voir se concrétiser un jour. Bien structuré, très diversifié, où on pourra produire un jus de pomme de qualité et favoriser le retour de plusieurs espèces. Ce serait formidable. Conserver les pré-vergers est un atout pour les animaux et les plantes rares. Le pré-verger est un paysage culturel doublé d'un écosystème très riche. Et pour ce qui est des fruits, il y en a pour tous les goûts. Bon, place à la dégustation. Alors, on va sentir le contenu de ces jolis verres. On est sur de la pomme ou sur de la poire? Sens? J'ai l'impression de sentir la prairie tout entière. C'est de la poire. Très bien. Ce n'est pas du tout la même odeur. Vas-y, toi, mon odorat est nul. C'est beaucoup plus franc, moins fruité. Je ne sais pas duquel il s'agit. On a d'un côté la poire Kohlbirne,
et de l'autre la vache. La première appartient à la même famille que le néflier. Et la deuxième, c'est la poire qu'on a distillée tout à l'heure. D'accord. Elle a des notes sourdes, contrairement à la vache, qui a des notes claires et fraîches. C'est une belle boîte à outils. C'est incroyable. On peut créer à partir de n'importe quelle variété. Je goûte celle-là. Est-ce qu'on peut faire des mélanges, des créations? Tout à fait. On a encore pas mal d'arômes à découvrir. On vous dit merci. Avec plaisir. Merci infiniment. À la prochaine. Tchuss, à la prochaine. Incroyable. C'est vraiment très fruité. Un délice.